Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marie Honoré, professeure des écoles. Bonjour Marie. Bonjour. Et on va tout d'abord te présenter. Oui, alors je suis en disponibilité cette année pour me spécialiser dans la prise en charge des enfants dyslexiques et dysorthographiques. Alors la dyslexie, c'est une difficulté à lire et à écrire correctement. Et pourquoi je me suis formée à ce sujet, c'est parce que dans mon métier, je suis confrontée aux difficultés des élèves assez régulièrement. Parce qu'en fait, en France, il y a à peu près 10 à 12% d'élèves dyslexiques et ça représente 2 à 3 élèves par classe. Donc c'est quand même beaucoup. Oui, c'est pas mal. Je suis aussi maman de 3 enfants dyslexiques, donc c'est une réalité au quotidien dans la famille. Et c'est pour ça que je suis allée à la recherche d'une méthode efficace qui puisse leur apporter des vraies réponses pour retrouver confiance en eux et surtout en leur capacité de lecteur. Voilà, et j'ai trouvé la méthode Davis. Elle m'a interpellée par un livre que j'ai lu qui s'appelle Le don de dyslexie, écrit par Ron Davis. Elle est intéressante parce qu'elle pose vraiment un regard positif sur la dyslexie. En fait, les dyslexiques, ils ont plein de qualités. Ils pensent à toute vitesse, ils sont très créatifs et ils ont aussi une grande capacité d'anticipation. Et ils sont souvent très doués dans un domaine, par exemple en sport, en théâtre, en musique. Et c'est intéressant de s'appuyer sur ce talent comme un tremplin vers la réussite scolaire. Moi, c'est un adage que j'adopte dans ma famille. Je pousse mes enfants à fond dans ce qu'ils aiment pour justement qu'ils aient confiance en eux, pour réussir à l'école également. Voilà. De réussir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes célèbres et artistes qui sont aussi dyslexiques, qui ont été. Par exemple, Léonard de Vinci, il arrivait à visualiser ses machines avant même de les avoir conçues. Ah oui. Ou alors, Walt Disney, il voyait toute l'histoire du film se dérouler dans sa tête avant même de l'avoir écrit. Donc c'est une sorte de don ou de prédisposition pour faire... pour développer un art ou développer des compétences particulières. Donc il ne faut pas oublier qu'on est tous dotés de qualités comme celle-là. Et pour tout le monde, il s'agit de trouver quels sont ses points forts, pas que pour les dyslexiques d'ailleurs. Donc je me suis dit, si eux ont trouvé des solutions pour maîtriser leur dyslexie, et s'ils en ont fait une force, c'est bien qu'il existe des solutions pour les enfants dyslexiques d'aujourd'hui. Et donc tu proposes la méthode Davis, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce Oui, la méthode Davis, c'est une méthode qui vient des États-Unis, qui date des années 90. Ah quand même? Oui, qui fait l'objet de recherches et des scientifiques qui s'intéressent à cette méthode. Je me suis formée donc à cette méthode et je propose du soutien scolaire à domicile et des programmes personnalisés de remédiation. Donc elle s'adresse à tout le monde et en particulier aux enfants à partir de 8 ans ou toute personne motivée et curieuse de découvrir cette méthode. Et donc à travers la méthode Davis, j'enseigne des techniques qui permettent tout d'abord de maîtriser son attention pour réussir à lire sans erreur et surtout sans stress. Parce qu'il faut toujours désamorcer le stress lié à la lecture quand on est dyslexique. Et j'utilise le modelage pour revisiter l'apprentissage de la lecture pas à pas, en retravaillant tout d'abord les lettres, majuscules et scripts, et ensuite les textes, en passant par les mots, pour aboutir à la compréhension des textes fines, qui est vraiment le but ultime de la lecture. En fait, on lit pour comprendre. Oui. C'est l'idée. Et donc, d'enlever certains blocages permet d'accéder à cette compréhension.
Et quel est l'intérêt de cette méthode ? Alors, pour comprendre pourquoi cette méthode gagne à être connue, il faut déjà comprendre d'où vient la dyslexie. Les erreurs de lecture, en fait, elles sont créées par différents facteurs. Les facteurs, par exemple, des symboles, les lettres, les chiffres, les polices d'écriture, elles vont créer des blocages. Mais il y a aussi l'environnement, la fatigue, le bruit, la lumière, la faim, le stress, ou par exemple quand on nous met un temps limité pour faire un exercice. Top chrono, 1 minute pour faire les tables de multiplication. Ça bloque quelqu'un qui a des difficultés. Tous ces facteurs, en fait, déclencheurs, ils créent des désorientations et ça déclenche des erreurs. Aïe. Parce qu'en fait, le cerveau, il a toujours besoin de donner du sens. Et quand il rencontre un obstacle, il va se mettre en alerte rouge et on va se tromper. Ah. Oui, c'est un stand-by, il se pose. Et la pause, c'est-à-dire quand il se met en pause, il se déconnecte de la réalité pour retrouver une situation confortable. Après une situation d'échec ou désagréable, il va essayer de se mettre en mode survie. Et on dit qu'on va se désorienter. On va, pourquoi pas, passer dans notre imaginaire, on va rêver, on va souffler, on va presque s'endormir parfois, voilà, pour vraiment déconnecter du problème. Éviter d'être dans le rouge. Le problème, c'est que du coup, quand on fait ça, ça va mieux, mais on a perdu le fil et on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire. Et quand ça arrive trop souvent, trop fréquemment, c'est là qu'on développe des signes plus ou moins forts de dyslexie. Voilà, donc donc ça vient pas comme ça, la dyslexie. Ça peut venir... En fait, on l'a en soi et on le développe. Il y a une prédisposition, voilà, déjà. Et on le développe ou pas, mais c'est vrai que ça arrive après une accumulation d'erreurs. Oui, donc on pourrait tous être dyslexiques. Il y a des degrés de dyslexie en fonction du nombre d'erreurs qu'on fait ou pas. Et c'est technique. Donc tout l'enjeu de la méthode, en fait, c'est d'identifier ces déclencheurs, de les éliminer et surtout d'apprendre à se réorienter pour être autonome. Parce qu'en fait, quand je suis orientée, je suis, on va dire, à l'équilibre, c'est-à-dire que je vais voir exactement ce qui est écrit et je vais lire sans erreur. Donc c'est l'objectif de la méthode. Je vais mieux comprendre. Alors ça se déroule en 2 temps. Tout d'abord, il faut apprendre à gérer ses émotions, à comprendre comment on fonctionne et à savoir adapter son énergie à la tâche de travail. Oui, donc ça, jeune, c'est un travail quand même... C'est intéressant parce que c'est un travail sur soi aussi. Oui, les enfants ont peut-être plus cette facilité, cette capacité à bosser sur soi que nous, adultes. Après, ça dédramatise beaucoup de choses parce qu'en fait, les personnes dyslexiques, pour les personnes dyslexiques, la lecture, ça rime souvent avec échec, conflit, stress, moquerie. Et donc, ça permet de comprendre comment on fonctionne et de se dire que c'est pas si grave et qu'en fait, il y a des solutions. Mais toutes ces réactions émotionnelles fortes, tout ce passif négatif, au départ, l'idée c'est de le gommer, de l'apaiser et de repartir sur une atmosphère sereine pour pouvoir bien travailler. Donc ça c'est le premier enjeu. Et ensuite, je vais utiliser la pâte à modeler parce que grâce au modelage, on va retravailler sur tous ces déclencheurs, donc des lettres jusqu'aux mots. L'intérêt de la pâte à modeler, c'est que la personne, elle est actrice, elle fabrique elle-même quelque chose. Elle voit le modelage donc en 3 dimensions et elle fabrique une image et elle donne du sens aux symboles, les lettres, les chiffres. Et elle se l'approprie de cette manière-là. Elle l'intègre vraiment parce qu'en fait, il y a une association entre tout ce qui est kinesthésique, le son que la lettre peut produire et le visuel, c'est-à-dire comment elle s'écrit. Donc on fait intervenir tous les modes d'apprentissage, à la fois le kinesthésique, le visuel et l'oral. Ouais.
Et le toucher, oui. Ouais. Et la dyslexie, elle vient d'où? Ses origines? Alors le cœur de la méthode s'appuie sur des points communs à tous les dyslexiques que Ron Davis a mis en relief. Donc c'est son point de vue. Et le premier, c'est que notre cerveau parfois, ça peut arriver à tout le monde, quand on est face à une illusion d'optique par exemple, parfois on voit quelque chose et ça nous fait penser à autre chose. Ah oui. Si on regarde un point fixe, parfois on a l'impression qu'autour ça tourne. Si on est assis dans un train et que le train d'à côté part, on a l'impression de bouger. Mais la réalité, elle est différente. On n'est pas du tout en train de partir. Nous aussi, on est dans un autre train. Mais on a cette impression un peu spéciale qui peut nous donner des vertiges, qui peut être parfois déconcertante ou amusante. Sauf qu'en fait, quand ça arrive dans la lecture, c'est très embêtant. Parce que si je vois un E et qu'il me fait penser à une fourche, et que ce E peut bouger dans ma tête, alors je pars dans mon imaginaire, je me désoriente et je me trompe, forcément. Donc la désorientation, ça peut être agréable comme poser des soucis en lecture. Et pour les dyslexiques, le décodage leur demande beaucoup d'efforts. Ils doivent se concentrer. Ils se fatiguent. Voilà, ils se fatiguent très vite. Et donc on dit qu'ils ont un seuil de confusion bas. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite passer dans le rouge. Ils vont plus vite arriver à saturation. Ils vont se fatiguer davantage. Et du coup, comme leur cerveau il est fatigué, il a envie de se relâcher, il se désoriente. Et là, on se met à rêver et on perd le fil. Alors pourquoi aussi... ça va. Donc les dyslexiques sont surtout aussi des penseurs en images. Ils ont besoin d'images pour comprendre le monde. Par exemple, pour comprendre une phrase ou un mot, ils doivent pouvoir se raconter un film dans leur tête. Par exemple, si je te dis, si tu lis le mot éléphanto, quelle est l'image que tu vois dans ta tête? Un petit éléphant. Ouais. Est-ce que tu arrives à voir autre chose? Moi, je le vois dans l'eau. Ouais, pourquoi pas dans l'eau? Ouais. D'accord. Petit éléphant, du soleil. Alors ça, c'est une capacité qu'on a tous de penser en images. Ouais. Mais on ne va pas forcément l'utiliser à chaque fois. Parfois, on pense en mots, c'est-à-dire que peut-être qu'éléphanto, tu pourrais aussi le voir écrit dans ta tête, avec toutes les lettres. Ah oui. Ou alors, il y a des gens qui le voient en images, comme dans un livre d'images de maternelle, là où on voit un éléphanto à côté de sa maman. On a différentes façons de comprendre le monde et de l'interpréter. Eh bien, les dyslexiques, eux, ils ont besoin, ce sont des penseurs en images multisensoriels, c'est-à-dire qu'ils vont voir l'éléphanto, mais ils vont aussi s'imaginer la chaleur de la savane, la douceur d'être à côté de sa maman. Ils partent loin. Voilà, ils peuvent partir très loin, c'est très agréable. Sauf qu'en fait, on se détourne du sujet, du coup. Ouais. Et on se détourne du sujet. Si tu lis le mot, celui-là, avec. Si je te dis le mot cependant, donc tous ces mots, en fait, on dit que ce sont des mots qui n'ont pas d'image. Et quand on ne rencontre pas une image en lisant un mot quand on est dyslexique, cela crée un blanc de compréhension dans notre film qu'on est en train de se fabriquer pour comprendre la phrase. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour des dyslexiques d'apprendre des mots invariables pour les dicter. Ah bah oui, vu qu'ils n'ont pas de sens. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas de sens, c'est qu'ils n'ont pas de signification précise. Et en français, en fait, les phrases, elles sont truffées de ces petits mots-là, qui sont soi-disant petits, donc ils devraient être faciles à écrire. Mais en fait, comme ils n'ont pas de sens, les dyslexiques, ils peuvent ne pas les voir, ou alors se tromper sur des petits mots comme le, la, les, un, une. Ah. Et, ou alors ils ne voient pas les points de ponctuation. Ah. Donc c'est des petits détails dans les textes, mais qui ont beaucoup d'importance. Donc pour travailler en fait sur ces petits mots qui posent souci,
ces petits mots outils, on a dans la méthode un protocole qui consiste à analyser à la loupe les mots. Par exemple, si on prend le mot chat. Le mot chat, c'est un mot qui a une image. C'est juste pour faire un exemple. On peut dire qu'il a un sens, il a une définition. Je vais chercher. C'est un petit mammifère carnivore, sauvage ou domestique, au museau court et arrondi. Ça, c'est sa définition. Mais il a aussi une image, soit en 2 dimensions, donc celle qu'on pourrait trouver dans un livre, ou celle qu'on pourrait voir dans son imagination en 3 dimensions. Oui. On pourrait voir son chat sur son canapé, on pourrait même l'entendre ronronner, on pourrait sentir la chaleur et la douceur de son pelage. Et il a un son, c'est-à-dire qu'il se prononce chat. Il a aussi une orthographe. Il s'écrit C-H-A-T. Et on ne peut pas inverser les lettres. C'est dans un ordre précis, dans une position. Ah oui, c'est ce qu'ont tendance à faire les dyslexiques, d'échanger certaines lettres. Parfois. Donc quand on travaille sur un mot, on décortique les mots et on fait ressortir les 4 parties qui composent ce mot. Si on reprend le mot avec, on va chercher sa définition. C'est un adverbe. Si on prend l'exemple, et puis après on personnalise tous les exemples. On trouve plein d'exemples, mais des exemples très personnels qui vont parler à la personne. Donc comme ça, quand ils devront se rappeler de l'orthographe du mot, ils repenseront à leur exemple, à l'image qu'ils ont créée pour ce mot, pour se rappeler aussi de son orthographe. Non seulement ils arrivent mieux à le lire, mais ils arrivent aussi mieux à l'écrire. Et cette méthode, elle pourrait pas aller à tout le monde en fait, Marie? Si. Pour apprendre même à lire, à écrire quand on est petit en fait, tout simplement. Ça serait génial qu'elle arrive dans les écoles maternelles, dans les classes de CP. Ça donne vraiment du sens et du coup ça permet de comprendre d'où viennent les blocages. Parfois c'est juste une lettre, on la voit qui tourne, c'est juste qu'on l'a pas, si on n'a pas compris pourquoi elle nous embête cette lettre, elle restera toujours un blocage, un déclencheur. Et donc voilà, donc quand on a créé à la fois l'image du mot, qu'on a écrit ce mot en lettres, qu'on a trouvé sa définition et son exemple, on l'a devant nous sur la table et puis on va lui parler, on va réexpliquer, redire les 4 parties du mot. Et l'idée c'est de prendre une photo mentale, c'est-à-dire de s'en rappeler, se rappeler de son écriture, mais aussi de son image, pour quand on le recroise, le comprendre, et quand on veut l'écrire, bien l'écrire. Et de cette manière, on peut construire au fur et à mesure tout un petit dictionnaire personnel sur lequel on peut revenir de temps en temps pour revoir les mots, se remémorer ces images. C'est pas comme un dictionnaire qu'on pourrait ouvrir et qui donne vraiment pas envie. Oui, là, il y a des petites photos, on voit. C'est très personnel. Et comme la personne ou l'enfant a passé du temps à le créer avec ses mains, elle l'a intégré. On dit qu'elle l'a maîtrisé. C'est intégré, c'est en soi. Et puis ça peut rester pour toujours. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur les mots qui, s'ils ne sont pas compris, s'ils ne sont pas associés à des images, créent des blancs de compréhension et créent des erreurs et créent à force de la dyslexie plus ou moins élevée. Et après, en fait, une fois qu'on a fait un travail sur les lettres puis les mots, on prend un texte adapté au niveau de la personne et j'utilise des caches pour dévoiler le texte petit à petit, lettre par lettre, puis après mot par mot et ensuite paragraphe par paragraphe. Pour comprendre le texte. Voilà. Mais en fait, l'objectif c'est d'être autonome sur tout ça. Donc ça veut dire que si la personne elle se rend compte qu'elle se trompe sur un mot, elle va avoir des outils pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire pour se corriger. Par exemple, sur un mot difficile, on va pouvoir utiliser son cache et revenir à une technique de base, c'est-à-dire on va balayer le mot avec ses yeux une première fois, ensuite on va le balayer une deuxième fois. Si on arrive à le lire, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas grave, on reprend son cache
On regarde chaque lettre, tranquillement, et on arrive à lire le mot. Si la personne est accompagnée par quelqu'un et qu'elle n'y arrive toujours pas, on peut toujours l'aider, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu d'enlever tous les blocages liés à la lecture, petit à petit, de la lettre au mot jusqu'au texte. Et oui, parce que la dyslexie et la dyscalculie ont un impact sur la scolarité des élèves. Oui, bien sûr. Alors déjà, ça dégrade leur confiance en eux en général parce qu'ils sont souvent en échec sur certains domaines, entre autres la lecture. Et la lecture, elle est partout, donc c'est un peu difficile de l'éviter. Par contre, les troubles 10, ils sont de mieux en mieux pris en charge et reconnus à tous les degrés de la scolarité. Même si le diagnostic moyen en France, il est posé à 10 ans. C'est assez tard. Ah, quand même, c'est assez dommage. Ils finissent presque le primaire. Disons que c'est le moment où les aides sont mises en place. Donc ça a déjà pris du temps. Mais pour que ça aille le plus vite possible, il faut vraiment faire un travail parents-enseignants. Avec des AVS, des personnes... Dès que possible. En fait, il existe plein de dispositifs pour aider les élèves. On peut, quand un diagnostic est posé, après avoir consulté orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, etc. Quand un diagnostic, c'est l'orthophoniste qui décèle si l'enfant est dyslexique, mais parfois la dyslexie, elle a un peu un impact sur plusieurs domaines. On peut faciliter la lecture en agrandissant les polices, en mettant des polices adaptées, en espaçant les interlignes. Donc il y a plein de façons d'aider. Les jeunes, ils peuvent bénéficier d'aides ponctuelles, ça s'appelle des PPRE, sur des difficultés précises. Mais après, si ça perdure, on va leur proposer un PAP, ça veut dire un projet d'accueil personnalisé, spécifique sur la dyslexie. Et sinon, si le degré est plus élevé, ce sera un PPS, c'est-à-dire un projet personnalisé de scolarisation, et c'est reconnu par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et cette ouverture de dossier, elle donne droit à une AESH, donc une personne qui aide l'enfant pendant le temps scolaire, ou potentiellement un ordinateur. Donc il y a plein de solutions. L'ordinateur, il peut aider à... il aide à orthographier correctement et tout. Voilà, ou alors il peut être une aide pour écrire, avec de la dictée. On peut dicter à son ordinateur son texte. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'en fait, il y a des solutions et que plus vite les difficultés sont prises en charge, mieux c'est. Les parents sont importants aussi dans ce processus. Ils ont vraiment un rôle de soutien inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher, toujours être derrière son enfant, en lien avec les professionnels. Et parfois la dyslexie, ça perturbe vraiment, et il ne faut pas hésiter à faire des diagnostics pour poser des mots et pour pouvoir aider son enfant comme il faut. Mais comme je le disais au début, c'est aussi intéressant de s'appuyer sur les talents des enfants, c'est-à-dire que l'école c'est très important, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur qui peut aussi être un appui pour une réussite scolaire. Donc s'appuyer sur les talents des enfants pour leur permettre d'avoir plus de confiance en eux, pour mieux réussir à l'école. Et de s'épanouir, de les pousser à s'épanouir dans ce qu'ils aiment, comme tu disais au départ. Et en quoi vraiment ça consiste, ce programme Davis? Alors, c'est un programme qui n'est pas magique. Je le dis d'emblée, bien sûr. Je n'ai pas de baguette magique. La première clé du programme, c'est la motivation de la personne à changer et à vouloir progresser. C'est un travail d'équipe entre moi, la facilitatrice, la personne qui se fait accompagner, le jeune ou l'adulte, et un proche. Si c'est un jeune, il peut venir pendant les séances pour comprendre la démarche et pouvoir continuer.
c'est une correction qui dure. La correction de la dyslexie, c'est pas immédiat, donc ça commence pendant le programme, mais ça se poursuit ensuite par un travail régulier à la maison et un suivi possible avec moi ou avec la facilitatrice. Et l'idéal, c'est de le faire, je trouve, avant les vacances ou pendant les vacances. Comme ça permet de mettre en pratique directement les nouvelles techniques de lecture et le travail sur les mots déclencheurs en pâte à modeler pour créer comme des petits rituels au quotidien ou chaque semaine. Quand on termine un programme, on se fixe des objectifs et je veille à ce que la motivation perdure et que les progrès arrivent. Enfin. Et on va revenir également sur la dyspraxie et la dyscalculie. Oh, qu'est-ce que c'est, Marie? Alors la dyscalculie, c'est plutôt un trouble de l'apprentissage du calcul. Quand on est dyscalculique, parfois on inverse les nombres, on confond les 6 et les 9, ou on fait des erreurs de lecture dans les grands nombres surtout. Mais c'est qu'on ne donne pas de sens à la numération, ni aux opérations. Et donc on a des difficultés à résoudre des problèmes. Et ça peut être aussi difficile d'apprendre ces tables de multiplication. Voilà. Et pour ce qui est de la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination. C'est quand on n'automatise pas les gestes. Cela veut dire que chaque fois qu'on va écrire une lettre, on doit se souvenir de sa forme et on va la réinventer. Du coup, c'est très fatigant, c'est très laborieux. On a aussi du mal à faire ses lacets. On peut avoir du mal à lancer une balle, à taper dans une balle avec un ballon. Voilà, c'est une histoire de coordination de son corps. À aussi s'organiser sur son bureau, ranger ses affaires. Oui, parce qu'on dit que les enfants sont de nature un petit peu bordélique. Ouais, non, il y a peut-être. Non, mais ils sont tous un peu comme. On est tous un peu comme ça en fait, en vrai. Et en conclusion, Marie? Moi, je trouve que cette méthode, elle est très intéressante. Et je suis ravie d'avoir fait cette formation pour pouvoir la proposer au plus grand nombre. Parce qu'en fait, elle s'intéresse à la personne dyslexique dans sa globalité. Elle s'appuie sur ses points forts pour lui redonner confiance petit à petit. C'est vraiment un sujet très important, la confiance en soi. Et en sa capacité de lecteur. Et elle permet aussi à la personne qui est dyslexique de comprendre comment elle fonctionne et à dédramatiser la situation. Et se dire que finalement, c'est pas si grave. Et qu'en fait, il y a plein de façons de progresser. Donc il s'agit d'une méthode qui vraiment a pour but de renouer avec la lecture pour ensuite pouvoir progresser dans toutes les matières, puisque la lecture, elle est partout à l'école. Et c'est quelque chose que toi, tu vas mettre en place dans ta classe, ou ça serait peut-être bien aussi que tu puisses arriver aussi par la suite à former d'autres professeurs? Alors ça, mise en place peut-être à l'école ou... Je suis ouverte à toute éventualité. Dans ma classe, j'utiliserai à certains moments, quand c'est nécessaire, les outils. Et du coup, je propose aussi des programmes personnalisés, soit à domicile, soit dans mon cabinet, de soutien scolaire et de remédiation à la dyslexie. Et justement, si on a besoin de tes services et de la méthode, comment on peut faire pour te contacter, retrouver toutes tes infos? Alors, j'ai un site internet qui est en cours de création, mais pour l'instant, ça serait mon contact personnel, ça serait mon numéro de téléphone. Donc le 07 77 07 0016 ou sur Facebook. Marie Honoré. Et tu as ton cabinet sur Briançon? Oui. Merci. Merci beaucoup.